Et je m'adresse aux grands de ce monde en rappelant cet appel qui reste actuel. Plus jamais la guerre. Il ne perd pas son temps, Léon XIV. 4 jours seulement après son élection comme chef de l'Église catholique, le premier pape nord-américain n'a pas mâché ses mots aujourd'hui pour sa toute première prière dominicale. C'était à midi, place Saint-Pierre, devant la foule. Il a commencé avec un style simple, mais un message pour le moins percutant, et il s'est adressé tout de suite aux grands de ce monde en demandant, comme il l'avait fait le jour de son élection, la paix dans le monde. Est-ce qu'on a affaire, alors, Dominique Régnier, est-ce qu'on a affaire à un pape qui prend déjà position? Est-ce que c'est un pape très politique? Alors ça, c'est une position qui est attendue de la part d'un pape. Et de la même façon, même s'il n'avait pas dit cela simplement en pensant à la guerre, le jour de son élection, il a affirmé que le mal ne l'emporterait pas. La guerre fait partie du mal et le pape doit combattre la guerre, si je puis dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pape à la fois par sa jeunesse comparée au pape en général, a une énergie qui se complète d'une intensité doctrinale, parce que c'est un pape qui est très savant, c'est un docteur de la foi, c'est un théologien, et donc il y a cette espèce d'aisance chez lui dans l'articulation des éléments de son message. Et puis, troisième élément qui me paraît important, c'est cette espèce de situation qui géographiquement le déplace un peu vers le territoire aujourd'hui menacé, le territoire en guerre est menacé par la guerre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a été élu. Et je pense que c'est une des causes, une des déterminations du bon fonctionnement rapide du conclave, bien sûr avec la guerre en Ukraine et ailleurs dans le monde, mais aussi une guerre qui commence peut-être entre l'Inde et le Pakistan. Donc c'est un monde qui se met plutôt en guerre, qui ne s'en débarrasse, et il devait absolument intervenir, et le faire maintenant, ça me paraît moi être dans la logique, si je puis dire, la philosophie du discours catholique. Moi, ce qui est marquant, c'est qu'il y va fort, très vite, il parle d'un risque de troisième guerre, il nomme les choses sans embâche, très directement, avec une franchise qui fait du bruit. Est-ce qu'il peut gêner les grands de ce monde? Est-ce qu'il va s'immiscer dans ce jeu-là? Ce qui est déjà un peu étonnant, c'est que le pape dit qu'il s'adresse aux grands de ce monde. Mais il est un grand de ce monde lui-même. Il faut bien comprendre que l'élection du pape, c'est un événement planétaire qui dépasse les catholiques, qui dépasse uniquement les seuls catholiques. D'ailleurs, le pape en permanence, dans ce genre d'intervention, il s'adresse toujours à plusieurs publics à la fois. Il y a les fidèles, effectivement, les catholiques fidèles, les catholiques non pratiquants dont il aimerait les ramener vers une pratique religieuse, car il a parlé à leur égard, c'est un terme intéressant dans toutes ces interventions, d'un athéisme de fait. La formule est assez cinglante, j'ai trouvé. Et puis, il y a tous ceux qui s'intéressent à la vie publique mondiale, et la parole du pape, elle compte énormément. Et vous avez raison, ce message de paix, il va donc à tous les niveaux, vers tous les publics. C'est aussi, par exemple, le dialogue interreligieux, un élément de paix, et ça n'est pas négligeable évidemment par rapport aux différentes religions dans le monde. C'est un des axes possibles du pape, et puis c'est effectivement la paix tout court, c'est-à-dire lutter contre la guerre et lutter contre les guerres, lutter contre les États prédateurs. Et de ce point de vue, maintenant, il y a les deux Américains les plus célèbres au monde, c'est Donald Trump le président et le pape Léon XIV. Et donc, la façon dont les choses vont se passer entre Léon XIV et Donald Trump, ça, c'est un immense intérêt pour, en tout cas, la durée du mandat de Donald Trump. On peut espérer que pour le Saint-Père, son pontificat durera plus longtemps que les 3 ans et demi qui nous séparent du départ de Donald Trump. Et puis, dernière chose, le pape Léon XIV a parlé d'une paix juste et durable à propos de l'Ukraine. C'est la formule des Européens. C'est la formule que Emmanuel Macron utilisait en Ukraine. C'est donc, alors qu'on reprochait à François d'être finalement de ne pas bien distinguer l'agresseur et l'agressé. Là, le message est clair. La paix juste et durable, c'est la paix d'abord pour les Ukrainiens, et c'est donc une prise de position extrêmement importante. Et on va l'écouter, Léon XIV, et vous réagirez juste après, Isabelle.
Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple aimé ukrainien. Que l'on fasse tout ce qu'il est possible de faire et atteindre le plus rapidement possible une paix juste et durable. Que soient libérés tous les détenus, que les enfants puissent être restitués et retourner dans leurs familles. Voilà un pape qui choisit son camp, d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous avez tout à fait eu raison de le rappeler, c'est un événement politique au fond. C'est effectivement ces premiers pas du pape. Et c'est un événement politique comme on n'a eu aucun événement politique capable de le concurrencer. C'est-à-dire que quand on avait cet avènement du pape là, le 8 mai, on avait cet écran divisé en deux avec d'un côté Emmanuel Macron qui s'exprimait sur la Seconde Guerre mondiale et on était tous en attente du pape à venir avec cette ferveur populaire, avec cette possibilité, avec ce pouvoir spirituel qui ne devrait pas être un pouvoir politique et qui ne devrait pas être un pouvoir temporel, dont on attendait au fond beaucoup plus que nous n'attendons encore du politique. Et au fond, vous l'avez dit tous les deux avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire dans ce monde d'empire, dans ce monde de prédateurs, dans ce monde d'une violence incommensurable, l'espoir politique vient du spirituel. Et ça, Léon XIV a réussi dès sa nomination, en fait, à le mettre en place. Et je trouve qu'il a su apporter un souffle incommensurable, notamment en choisissant ne serait-ce que ce nom, Léon XIV. Donc, si vous voulez, on avait le premier Léon à repousser Attila, le troisième à couronner Charlemagne. J'espère qu'il n'adoubera pas Trump comme l'autre avait adoubé Charlemagne. Le 13e, c'était le catholicisme social. Donc déjà, l'engagement en fait politique, l'engagement contre le socialisme, mais un engagement très fort dans le temporel. Et là, on a ce Léon XIV qui nous dit ce qui comptera demain, il va falloir que je me batte pour ceux qui vont souffrir de la dernière révolution industrielle, qui est la révolution de l'intelligence artificielle. Et là, vous avez raison, il a entamé sur la question de la guerre. La question, pour moi, d'un pape n'est pas celle de prendre parti. La question, et c'est celle qui devrait tous nous animer, c'est d'arrêter cette guerre, en fait. Et on est dans un moment, vous avez raison, c'est guerre. Mais là, comme vous venez de mettre un extrait sur l'Ukraine, je vais rebondir sur l'Ukraine, mais effectivement, je rebondirai sur le reste avec plaisir. Et sur, en tout cas, cette guerre-là, au moment où on a, mais on y reviendra effectivement dans la deuxième partie de cette émission, où on a à la fois le voyage de Macron avec les Européens et à la fois Poutine, qui quand même énonce des choses avec une fermeté comme il ne l'a jamais fait jusqu'à présent, la parole du pape à ce moment-là, au fond, il y a une espèce de triumvirat politico-spirituel qui est en train de se jouer et sans doute une chance historique pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est pas un pape forcément qui va aller dans le sens, même peut-être dans le sens inverse de Donald Trump. C'est un pape moderne et jeune, vous l'avez dit, il est habitué aux réseaux sociaux et on a vu ses messages avant qu'il soit élu, mais qui étaient clairement contre la politique menée par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Ça veut dire qu'il va créer un peu de friture sur la ligne là où il aura envie de poser son regard, ce pape. Moi, je ne suis pas convaincu par l'idée de le polariser avec Trump. Mais Dominique, si vous permettez, les médias feront cette polarisation en permanence. Oui, bien sûr. Effectivement, vous avez raison, le pape lui-même n'a aucun intérêt à le faire. Et puis c'est même pas son sujet, je dirais. Et de toute façon, sur un aspect, ça peut nous ramener à un débat qui va avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, sur un aspect très particulier qui est la question de l'immigration. Qui est le point sur lequel on s'attend à ce qu'il parle à Trump d'une manière peut-être critique. Dans la lignée du pape François. Voilà, exactement. Il faut rappeler ici que, même si chacun le sait, c'est pour le raisonnement, que le pape François, comme le pape Léon XIV, sont deux papes américains, même si Léon XIV est devenu péruvien, il n'est plus américain, états-unien aujourd'hui, mais ce sont deux papes du continent américain, ils n'ont pas la même expérience de l'immigration que les Européens. Et il y a là quelque chose que le pape François n'avait pas réussi à intégrer dans sa façon de parler de l'immigration. Notamment, il passait sous silence le problème de l'immigration en Europe, qui est l'articulation avec un enjeu religieux qui est l'islam, que ne connaissent pas, au moins, en tout cas, les mouvements migratoires internes au continent américain. Le pape Léon XIV est sans doute en mesure d'ajuster ce discours. Mais enfin, il faudra voir jusqu'à quel point, parce que c'est un point de possible tension avec le
le monde catholique. Je voudrais rappeler que aujourd'hui, et c'est un aspect qu'il faut méditer, la moitié en gros des catholiques sont sur le continent américain. La moitié, 20% sont en Europe, 20% en Afrique, pour aller vite. Et donc c'est un monde catholique qui n'a pas le même regard sur ces questions-là que les Européens en particulier. Et il va falloir que le pape de tous les catholiques, Léon XIV, règle son discours. Je pense qu'il l'a déjà fait et manifestement c'est un pape qui est tout à fait décidé à préciser en tout cas les propos du souverain pontife sur de tels sujets. Donc ça sera un des éléments qui aussi détermineront le regard que tous les catholiques ou les Européens catholiques porteront sur lui. Jérôme Jaffray. Oui, une des erreurs d'interprétation qui avait été faite sur le conclave, c'est un peu comme une élection présidentielle, sauf qu'on n'est pas candidat, il n'y a pas de campagne, et c'est pas vraiment un choix, on recherche une convergence. Et c'est ça qui fait que le cardinal Prévost a été la convergence recherchée. C'est tout à fait différent du mode d'élection. L'autre erreur de lecture du conclave trop faite, c'est d'essayer d'opposer les conservateurs aux progressistes. C'est-à-dire que tout le travail intellectuel, je ne parle pas politique là, intellectuel et spirituel des cardinaux réunis, c'est de sortir et d'éviter le clivage des conservateurs et des progressistes. Parce que l'Église, dans sa foi, a une dimension naturellement conservatrice, et l'Église, dans le monde d'aujourd'hui et dans la société d'aujourd'hui, doit avoir une dimension progressiste. Et c'est ce balancement permanent qui en fait tout l'intérêt. Sur les migrants, l'une des questions majeures, c'est de savoir si nous resterons avec le pape Léon XIV dans la lignée du pape François. C'est-à-dire que une chose, les migrants, Dominique Régnier a raison de le souligner, ça ne se pose pas dans les mêmes termes en Europe ou dans les Amériques ou dans d'autres continents. Mais vous avez une situation où préserver la vie des migrants quand ils se déplacent est un enjeu humain, spirituel absolument fondamental, mais que François a transformé en « il faut accueillir les migrants qui viennent ». Ça n'est pas la même chose que de préserver la vie des migrants et de dire on doit absolument les accueillir et les intégrer. Et c'est ça qu'il va falloir voir s'il y a une évolution dans la position pontificale.